puis un flux de pensée. Donc le philosophe, c'est celui qui saurait ou qui se proposerait de créer des concepts prélevés sur le flux de pensée universel. Imaginez le flux de pensée universel comme une espèce de monologue intérieur. Le monologue intérieur de tous ceux qui pensent. Une fois, par une belle, douce journée d'automne, j'avais essayé de faire une description de Wolfsek à Gambetti. Nous étions en quelque sorte retournés chez nous, de Rocca di Papa à la Piazza del Popolo, et nous étions assis à la terrasse du café. C'était bien après 9 heures du soir. Le soleil avait encore la force de chauffer la piazza de la façon la plus agréable. Je vais essayer de vous faire une description précise de Wolfsek, avais-je dit à Gambetti, à qui j'avais dit, à Rocca di Papa, certaines choses qui me paraissent aujourd'hui complètement à côté sur le Zarathustra de Nietzsche. J'avais toujours eu les plus grandes difficultés avec Nietzsche. Ce jour-là aussi, je n'avais pas réussi à formuler quelque chose de pertinent sur Nietzsche. Voyez-vous, Gambetti, avais-je dit, pendant des dizaines d'années, je me suis colleté avec Nietzsche, mais je ne suis arrivé à rien. Nietzsche m'a toujours fasciné, mais en même temps, je n'y ai pour ainsi dire rien compris du tout, jamais. Pour être honnête, il en va de même pour moi avec tous les autres philosophes, avais-je dit à Gambetti, avec Schopenhauer, avec Pascal, pour ne citer que ces deux-là, en plus de Nietzsche, qui ont été pour moi difficiles pendant toute ma vie, dont je n'ai jamais réussi à déchiffrer ne serait-ce que les rudiments, qui sont toujours demeurés pour moi du chinois, alors qu'ils m'ont toujours attiré et enthousiasmé au plus haut point. Plus je m'intéresse aux écrits de ces gens, avais-je dit à Gambetti, plus c'est moi qui suis découragé. Ce n'est que dans un accès de mégalomanie que je puis dire que je les ai compris, de même que ce n'est que dans un accès de mégalomanie que je puis dire que je me suis compris moi-même, alors qu'en fait je ne me suis jamais compris moi-même. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, plus je m'intéresse à moi, plus je m'éloigne de tout ce que je suis réellement. Plus tout ce qui me concerne s'obscurcit, avais-je dit à Gambetti. Il en est de même de ces philosophes. Je crois les avoir compris, avais-je dit à Gambetti, et en même temps je n'ai rien compris. Il en est sans doute ainsi de tous ceux à quoi je me suis intéressé jusqu'à présent. Cependant, je prends tout de même de temps en temps, avais-je dit à Gambetti, la liberté d'affirmer que, dans ma folie des grandeurs, j'aurais compris quelque chose de ces philosophes et à leur production. Tous ces noms et tous ces ouvrages, on ne peut absolument pas les comprendre, avais-je dit à Gambetti, ni Pascal, ni Descartes, ni Schopenhauer, ni Schleiermacher, pour ne citer que ceux qui m'occupent en ce moment, avec lesquels je suis en rapport en ce moment. Avec la plus grande brutalité à leur égard, comme au mien, avais-je dit à Gambetti. Avec la plus grande audace en même temps qu'impudence. Car lorsque nous nous intéressons à l'un de ces philosophes, Gambetti, lui avais-je dit, nous sommes impudents. Lorsque nous osons les empoigner et leur arracher tout vif, en quelque sorte, leur tripe philosophique, nous sommes toujours impudents lorsque nous abordons un ouvrage philosophique. Mais sans cette impudence, nous ne l'approchons pas, nous ne faisons aucun progrès philosophique. En fait, il nous faut toujours approcher avec la plus grande grossièreté et rudesse ces écrits philosophiques et leurs auteurs, que nous devons toujours nous figurer comme des ennemis, comme nos plus terribles adversaires, Gambetti. Je dois prendre parti contre Schopenhauer si je veux comprendre, contre Kant, contre Montaigne, contre Descartes, contre Schleiermacher, comprenez-vous ? Je dois être contre Voltaire si je veux l'analyser de la façon la plus raisonnable, avec quelque espoir de succès. Mais mes analyses des philosophes et de leur production
ont plus ou moins échoué jusqu'à présent. Bientôt, la vie aura passé, mon existence sera éteinte, avais-je dit à Gambetti, et je ne suis arrivé à rien. Tout m'est demeuré plus ou moins solidement fermé. Tout comme jusqu'à présent, j'ai plus ou moins échoué à m'analyser moi-même. Je suis mon ennemi et je m'attaque à moi-même philosophiquement, avais-je dit à Gambetti. Je me combats avec tous les doutes que je puis avoir et j'échoue. Je n'atteins pratiquement rien. L'esprit, je dois le considérer comme un ennemi et m'attaquer à lui par la méthode philosophique, avais-je dit à Gambetti, afin de pouvoir vraiment en jouir. Mais il me semble sans doute trop, mais il me reste sans doute trop peu de temps pour cela. De même qu'ils ont tous eu trop peu de temps. Le plus grand malheur de l'homme, d'avoir toujours et dans tous les cas trop peu de temps, a toujours rendu la connaissance impossible. C'est ainsi qu'il n'y a jamais eu qu'une approximation, un presque. Tout le reste est non-sens. Lorsque nous pensons, et ne cessons de penser, ce que nous appelons philosopher, nous découvrons en fin de compte que nous avons pensé faux. Jusqu'à présent, ils ont tous pensé faux, peu importe le nom qu'ils ont porté, peu importe les écrits qu'ils ont écrits, mais ils n'ont pas renoncé d'eux-mêmes, avais-je dit à Gambetti, pas de leur propre volonté, par la seule volonté de la nature, par la maladie, la folie, en fin de compte, la mort. Ils n'ont pas voulu s'arrêter, si frustrant que cela fut pour eux, si terrible, si effroyablement contre toutes les règles et contre tous les avertissements, mais tous n'ont jamais fait que se mettre en jeu pour des conclusions erronées, avais-je dit à Gambetti, tout de même, au bout du compte, pour rien, peu importe ce que représente ce rien, avais-je dit à Gambetti, nous, dont nous savons que, bien sûr, c'est le rien, mais qu'en même temps, ce rien ne peut tout de même pas exister non plus. À quoi tout achoppe, à quoi tout s'arrête et, en fin de compte, finit. Ce soir-là aussi, au lieu de faire tout de suite la description de Wolzek, promise dès la Flaminia, que j'avais annoncée à Gambetti pour la Piazza del Popolo, je m'étais lancé dans l'une de mes digressions que je redoute toujours le plus moi-même, que je me suis habitué à appeler mes digressions philosophiques, philosophantes, mes digressions philosophantes, parce qu'elles s'accumulent depuis quelques années, parce qu'elles sont aussi fluides que la philosophie en moi, comme tout ce qui est philosophique, sans qu'elles aient en fait rien d'autre à voir avec la philosophie que leur motif. Au lieu de donner tout de suite à Gambetti la description annoncée de Wolzek, j'avais dit à Gambetti quelque chose sur Nietzsche que j'aurais mieux fait de ne pas dire, quelque chose sur Kant qui avait même été complètement absurde, quelque chose sur Schopenhauer que j'avais d'abord jugé moi-même particulièrement pertinent, mais que j'avais tout de même dû reconnaître quelques instants après comme assez fou, quelque chose sur Montaigne que moi-même je n'ai pas compris dès le moment où je l'ai eu dit à Gambetti. En effet, à peine avais-je prononcé devant Gambetti cette formule sur Montaigne qu'il m'a prié de bien vouloir lui expliquer la formule que je venais de formuler, ce que j'avais été incapable de faire parce qu'à la seconde même, je ne savais déjà plus ce que j'avais bien pu dire sur Montaigne. Nous disons quelque chose et nous voyons très clair, et l'instant d'après, nous ne savons même plus ce que nous venons de dire, avais-je dit à Gambetti. Je viens de dire quelque chose sur Montaigne, mais maintenant, 2-3 secondes après, je ne sais même plus ce que je viens vraiment et effectivement de dire sur Montaigne. Nous devrions avoir la faculté de dire quelque chose, donc de le formuler, et en même temps d'enregistrer dans notre tête ce que nous venons de formuler, mais cela n'est pas possible, avais-je dit à Gambetti. Je ne sais même plus pourquoi j'ai dit en ce moment quelque chose sur Montaigne, ai-je dit à Gambetti. Encore moins naturellement quoi sur Montaigne. Nous croyons que nous sommes arrivés à être une machine pensante, mais nous ne pouvons pas nous fier à la pensée de notre machine pensante. Au fond, elle travaille continuellement
contre notre tête, avais-je dit à Gambetti. Elle produit sans cesse des pensées dont nous ne savons pas d'où elles sont venues et dans quel but elles sont pensées. Et quel est leur enchaînement, avais-je dit à Gambetti. Nous sommes en vérité surmenés par cette machine pensante qui travaille continuellement. Notre tête en est surmenée, mais elle ne peut plus en sortir. Elle est inéluctablement branchée pour la vie sur cette machine pensante qui est la nôtre. Jusqu'à ce que nous soyons morts. Montaigne, dites-vous, Gambetti. Et à l'instant, je ne sais même pas ce que c'est, avais-je dit à Gambetti. Descartes, je n'en sais rien. Schopenhauer, je n'en sais rien. Vous pourriez tout aussi bien dire pissenlit. Et je ne saurais pas ce que c'est, avais-je dit à Gambetti. J'avais cru, avais-je dit à Gambetti, que si j'allais à Sils Maria, je comprendrais mieux Nietzsche, que si je louais une chambre à proximité du col de Maloja, en montant de Sondrio, c'est-à-dire de la vallée, je comprendrais mieux, ou simplement, je comprendrais Nietzsche. Mais je me suis trompé. Après être allé à Sils Maria en montant de Sondrio, c'est-à-dire de la vallée, je comprends encore moins Nietzsche qu'avant. J'affirme qu'à présent, je ne le comprends plus du tout, plus rien à Nietzsche. En allant à Sils Maria, je me suis complètement ruiné Nietzsche. C'est ainsi que je me suis un jour ruiné Goethe aussi, avais-je dit à Gambetti, rien que par la malheureuse bêtise de me rendre à Weimar. Kant pour être allé à Königsberg. Par tous ces philosophes et ces poètes et ces écrivains, peu importe, j'avais été jadis chassé à travers l'Europe pour visiter leurs lieux. Et depuis lors, je les comprends encore beaucoup moins qu'avant. Gardez-vous, Gambetti, de visiter les lieux des écrivains et des poètes et des philosophes. Après cela, vous ne les comprenez absolument plus. Dans votre tête, vous les avez rendus en vérité impossibles, du fait que vous avez visité leurs lieux, le lieu de leur naissance, le lieu de leur existence, le lieu de leur mort. Évitez plus que tout les lieux de naissance et d'existence et de mort de nos grands esprits, avais-je dit à Gambetti. Interdisez-vous de visiter les lieux de Dante, de Virgile et de Pétrarque. Vous réduiriez à néant tout ce qu'il y a de ces grands esprits dans votre tête. Nietzsche, avais-je dit à Gambetti, je me frappe la tête et elle est vide, entièrement vide. Schopenhauer, me dis-je, et je me frappe la tête et elle est vide. Je me frappe la tête et je dis Kant, et j'ai une tête entièrement vide. Cela déprime épouvantablement, avais-je dit à Gambetti. Vous pensez à une notion tout à fait banale et votre tête est vide. Rien. Il n'y a absolument rien dans votre tête lorsque vous voulez comprendre cette notion tout à fait banale. Pendant des jours, vous vous promenez avec cette tête vide et vous la frappez et vous ne faites jamais que constater qu'elle est entièrement vide. Cela rend fou, dément, malheureux, fou et dément de la plus malheureuse façon et de la façon la plus terrible, dégoûté de l'existence, mon cher Gambetti. Je suis pourtant votre professeur, mais la plupart du temps j'ai une tête complètement vide dans laquelle il n'y a positivement rien. Parce que j'ai sans doute surmené ma tête, avais-je dit à Gambetti. Parce qu'à la longue, j'ai beaucoup trop présumé d'elle. Parce que je l'ai tout bonnement surestimée. Nous surestimons notre tête. Et nous en attendons trop. Et nous nous étonnons lorsque tout à coup, lorsque nous la frappons, elle est complètement vide, avais-je dit à Gambetti. Alors il n'y a même pas le minimum nécessaire dans notre tête, avais-je dit à Gambetti. Sans doute parce que nous avons porté atteinte aux philosophes qui représentent pour nous quelque chose, et parfois beaucoup, ou pratiquement tout, avais-je dit à Gambetti. De temps en temps, ceux-ci se retirent de notre tête avec tout ce qu'ils sont et l'abandonnent. Se retirent tout bonnement et la laisse en plan complètement vide, si bien qu'au lieu d'avoir des pensées dans notre tête et de faire de ces pensées quelque chose de raisonnable ou non, de philosophique ou non, avais-je dit à Gambetti, nous n'éprouvons qu'une souffrance intolérable, une souffrance si terrible que nous devrions hurler sans arrêt. Mais nous nous gardons naturellement de révéler en hurlant de si terrible façon que nous avons une tête complètement vide. Car dans un monde qui n'attend que le moment où nous hurlerions et révélerions que nous avons une tête complètement vide, cela signifierait inéluctablement notre fin.
Avec le temps, nous nous sommes habitués à tout garder secret en nous. Ce que nous pensons, en tout cas, ce que nous osons penser, afin de ne pas être tués, car nous savons qu'on tue celui qui ne peut tenir secrète sa pensée. Sa véritable pensée, dont personne, sauf lui-même, ne peut avoir la moindre idée, avais-je dit à Gambetti. La pensée tenue secrète, c'est cela qui est déterminant, avais-je dit à Gambetti. Pas celle qui est exprimée, pas celle qui est rendue publique, qui a très peu en commun avec celle qui est tenue secrète. Le plus souvent, rien du tout, et qui est souvent une pensée beaucoup plus basse que celle qui est tenue secrète, qui tout de même est toujours tout. Alors que, comme nous le savons, celle qui est rendue publique n'est que la plus indigente. Mais si nous avions la possibilité de rendre publique la pensée tenue secrète, ne serait-ce que de l'exprimer un instant, avais-je dit à Gambetti, ce serait notre fin. Alors ce serait vraiment la fin de tout. Dans la plus grande, la plus énorme explosion, tout volerait en éclats. Nous nous approchons prudemment du philosophique, avais-je dit à Gambetti, avec la plus grande circonspection possible, et nous échouons. Puis, avec décision, avais-je dit à Gambetti, et nous échouons. Même si nous nous en approchons sans aucune crainte, et en nous mettant radicalement à nu, nous échouons. Comme si nous n'avions absolument aucun droit au philosophique, avais-je dit à Gambetti. Le philosophique est toujours comme l'air que nous inspirons, mais que, sans avoir pu le conserver assez longtemps, nous sommes tout de même obligés d'expirer. Sans cesse et pendant toute notre vie, nous l'inspirons puis nous l'expirons, et nous ne pouvons pas le conserver, pas durant cet instant décisif de plus, pas cet instant de plus qui fait la différence. Ah, Gambetti, avais-je dit à celui-ci, nous voulons tout prendre et comprendre, et attirer à nous, et cela ne nous est pas du tout possible. Nous passons toute une vie à nous comprendre nous-mêmes, et nous n'y arrivons pas. Comment pouvons-nous croire que nous pourrions comprendre quelque chose qui n'est même pas nous ?